Est-ce que l'élection de Donald Trump peut être bénéfique pour la République démocratique du Congo, surtout du point de vue de la crise qui secoue le pays depuis bientôt 30 ans? Est-ce que les États-Unis d'Amérique avec Donald Trump peuvent être un État qui se comportera un peu plus différemment avec la RDC? Son élection est accueillie de façon différente ici en Afrique. Pour certains, c'est une personne qui est plus focalisée sur les États-Unis, mais pour d'autres, Donald Trump est un homme qui vient vraiment changer la politique en Afrique. Merci à tous de nous suivre. Vous suivez Face à l'opinion. Face à l'opinion, nous sommes avec Monsieur Freddy Mulumba. Monsieur Freddy Mulumba est journaliste, politologue et chercheur, particulièrement sur les gressions des Grands Lacs. C'est avec lui que nous allons donc discuter de cette thématique liée à l'élection de Donald Trump comme 47e président des États-Unis. Bienvenue, Monsieur Freddy Mulumba. Salut, cher ami. Merci beaucoup de prendre part à cette émission. Je voudrais ajouter, j'ai un certificat en diplomatie américaine. J'ai été formé par les Américains au département d'État américain sous Obama. J'ai aussi un certificat en diplomatie chinoise. J'ai été formé par les Chinois. Donc quand j'en parle, j'ai quand même un minimum qui me permet de donner quelques informations. Merci bien, Monsieur Freddy Mulumba. On va s'apaisantir sur la thématique de l'élection de Donald Trump. Je suis avec Madame Naomi Pila qui va poser des questions en lingala comme d'habitude. Beauté, Madame Naomi. Beauté ndeko Danzang, beauté ndeko Freddy Mulumba. Beauté nabala mboka bazona d'abiso partout à travers le monde. Beauté maman. L'autre koyokola na lingala. Po bana mboka bayoka information yonso zero kana mboka ena filtri ya mboka na biso. Malem balinga no ezobonga. Ezobonga muke. Alors, allons dans notre but maintenant, élection de Donald Trump. Comment vous avez accueilli cette élection-là et quelle peut être la conséquence au niveau des Grands Lacs, l'arrivée de Donald Trump? Oui, d'abord, je suis très content que le président Trump ait gagné les élections. Je pense que quand je suis passé ici, je t'avais dit que Trump allait gagner les élections. C'est après cette élection qu'on va discuter. Donc aujourd'hui, on va mettre tout sur la table. Cette élection, cette réélection du président Trump, moi je verrais ça comme le triomphe de la liberté. Triomphe de la liberté contre les faux discours sur le complotisme, sur le négationnisme. Il y a eu un temps dans les médias occidentaux, en Europe tout comme en Amérique, certains intellectuels et certains journalistes et certains hommes politiques ont développé un discours pour exclure ceux qui disent, ou bien pour discréditer ceux qui disent, qui les contredisent ou bien qui disent notre vérité. J'étais très frappé de voir, surtout j'ai suivi les médias français, ont traité le président Trump d'être complotiste. On traitait l'homme d'affaires, le milliardaire américain Elon Musk comme un complotiste. Alors que ce sont des gens qui ont leur intelligence. Je pense que le peuple américain vient de démontrer que quels que soient les mensonges ne résistent pas au temps. C'est le peuple qui a le pouvoir, c'est le peuple qui décide, et le peuple s'identifie à ses élites. C'est très clair maintenant que tous les discours sur le complotisme, sur le négationnisme, qui étaient développés en Occident pour handicaper, pour remettre en cause les discours des autres qui remettaient en cause les systèmes mis en place depuis 30 ans. En Amérique, par les démocrates, parce que les républicains ne sont pas dans cette histoire-là. Et comme ils contrôlaient tous les médias, les grands médias, ils pensaient qu'ils allaient influencer l'opinion. Ça n'a pas été le cas. Il a suffi que le président, l'homme d'affaires Elon Musk, entre en jeu avec X, ils sont tous déstabilisés. Mais ils sont incapables d'expliquer comment tous leurs
ce qu'ils avaient fait comme sondage, pourquoi ça n'a pas été réalisé? Donc, je pense que c'est un tournant historique pour l'Amérique et pour le monde. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, à travers cette élection, on peut dire que c'est le triomphe d'un souverainiste qu'on retrouve en Trump, qu'on retrouve à Elon Musk. En face de qui? Des mondialistes. Ceux qui aiment des guerres, aller faire des guerres, aller piller. Pas pour les intérêts américains, pour les propres intérêts. Troisième élément de lecture, on peut dire qu'on est en face des modèles du capitalisme aujourd'hui. Capitalisme par accumulation, par dépossession, en face du capitalisme d'accumulation par la science, par innovation. Trump n'a pas fait son argent parce que son grand-père avait des colonies en Afrique, avait des mines en Afrique, avait des prix du pétrole. Trump a fait son argent à New York. Il s'est battu en suivant son père, l'homme de ce qu'il est. Il n'a pas volé. Elon Musk, c'est la même chose. C'est un Africain. Il vient de l'Afrique du Sud. Il est parti en Amérique pauvre, révolté contre ses parents, surtout son père qui était très dur. Il est parti en Amérique, il a réussi. C'est ça le rêve américain. Aujourd'hui, il est le premier milliardaire du monde. Il lance des fusées. Donc, Trump et qui est notre ami Elon Musk, pour eux, ce qui compte, c'est la liberté. Ils ne veulent pas que les gens viennent donner des conseils. Non, non, il ne faut pas parler ça, il ne faut pas dire ça, c'est mauvais. Mais en face de Trump, vous avez des gens, des hommes d'affaires, qui étaient habitués à venir en Afrique faire des guerres et piller. Donc, il y a ces deux modèles maintenant qui s'affrontent. Je pense que les Américains, les Sud, ont compris. Quand les Américains font des guerres, la Chine investit. La Chine s'est enrichie parce qu'elle a fait des guerres, tout comme l'Inde. Ils se sont enrichis grâce au travail. Donc nous entrons dans une nouvelle ère. Ceux qui vont peser des mains, ceux qui vont maîtriser les nouvelles technologies, la science, ceux qui vont innover, ceux qui seront puissants, ceux qui sont encore dans cette économie de cueillette, de prédation, n'auront pas de temps, ne pourront pas tenir longtemps. C'est le cas de l'Union européenne. Je vous prends un exemple. Nous sommes occupés par le Rwanda. La présidente de l'Union européenne va signer le contrat avec Kagame. Alors il sait bien que Kagame n'a pas de mine pour venir voler chez nous. Voilà, ce sont des trucs que Trump ne peut pas faire aujourd'hui. Si madame faisait ça, madame la présidente de l'Union européenne, c'est parce qu'ils sont sous contrôle des globalistes. Voilà pourquoi en Europe maintenant, ils pleurent. Ils n'ont rien construit, ils vivaient sur les dos des autres. Ils n'ont pas travaillé. Mais de quelle manière, M. Fodi? Il faut que je termine un peu mon raisonnement. Oui. Quatrième élément de lecture, clé de lecture, nous sommes dans un monde multipolaire. Trump vous avait dit très clairement, chaque peuple, chaque État se bat pour ses propres intérêts. Pas les intérêts de tout le monde. Je pense qu'il a fait un discours en 2017-2018 aux Nations Unies. Il dit, si vous aimez votre pays, battez-vous. Il ne viendra pas vous donner des leçons. Mais lui, il est là pour les intérêts américains. Et là, ça devient intéressant que les gens comprennent que l'État est de retour. Or, les mondialistes avaient pour objectif de tuer l'État. Tuer la nation. Aujourd'hui, on ne peut pas construire le monde multipolaire sans État. L'État est de retour. Quatrième élément, Trump avait dit, si les démocrates gagnent, il y aura la troisième guerre mondiale. Ce qui est vrai. Et il y a Emmanuel Todd, c'est un penseur, historien, anthropologue français. Il a publié un livre, jusqu'à présent, je ne sais pas si on a traduit ça en français, c'est traduit au Japon, en japonais. Il a publié ça au Japon, pour démontrer qu'il y a la troisième guerre mondiale. Mais heureusement que Trump est là. Je pense qu'on va l'éviter. Ce qui est positif, enfin, là où nous tombons sur nous, la compétition entre grandes puissances. Vous connaissez Trump, c'est un homme d'affaires. Pour lui, c'est la Chine. Donc il faut que nous-mêmes qu'on soit conscients maintenant qu'il y a un affrontement sérieux
une compétition rude entre l'Amérique de Trump et la Chine de Jinping. Et au centre de toute cette compétition, vous retrouvez le Congo. Une question, sommes-nous conscients? C'est ça que la question que je pose à tous les hommes politiques congolais, ceux qui pensent faire la politique. Sommes-nous conscients de cette compétition entre l'Amérique et la Chine? Voilà des clés de lecture que je donne pour nous permettre d'entrer dans les débats. Ndeko Fredi Mulumba, yambo mwana mboka dam azongela sur cette question ngalengi olimbo la penza na mozindo mingi na lokota ya lingala boye ito bozongia Donald Trump na bokondi eko bakisa nini to eko bongola nini na ndenge mokili ezotambola et particulièrement awa na biso na mboka Congo. OK. Et ya liboso Isaac Trump alingi liberté mingi. Oyo tomoni wana eza makambo eza triomphe ya liberté sur bantu oyo bazo développer discours ya véritable discours ya mensonge. Oh non, aza complotiste, oh aza négationniste. Pour vérité lo bantu baza na vérité baloba te. Donc wana eza pona monde mopimba. Pona biso chance toza mingi eza nini. Boyibi biso tosali guerre awa depuis 1994, ça fait à peu près 30 ans. Bilan na biso 10 millions de morts. 7 millions de déplacés internes. 500 familles violées. Ata montu moko azoloba te. Bantu bazaki na pouvoir kuna oyo ba perdre oyo. Bantu ya Kagame. Bantu kama pona nini? Parce que bantu wana bantu oyo baza ba perdre le pouvoir, bantu ba démocrate oyo. Oza bantu ya Bill Clinton. Bill Clinton bango basali guerre ya AFDL. Ba décider bazui ba Rwandais, ba Ougandais, ba ba manduki bokenda na Congo bozwa mboka wana bo dirigeango po toyiba ba minere. Sikoyo Trump aye. Ba meibi ba ko diminuer parce que mingi te. Donc sikoyo toza na chance. Ce qui biso toza mayele. Chance est tombée ici dans la partie Est. Y a-t-il un rapport entre l'élection de Trump et la situation sécuritaire dans la partie Est? Oui. Parce que, au moni, ba globaliste, mondialiste, ce qui est na Kigali, ba izine wana, izine bazo sala ba coltan, bloc nyoswan. Ils ont bloqué ba Rwanda te. Rwanda sala ba arme te. Ce que les lots qui est na Kigali, tout comme na Ouganda, on peut trouver pauvreté mingi. Mais bilo kwa nzai mikambuya ba globaliste anglo-saxon. Donc comme Trump aza souverainiste, oyo muntu alingi mboka na ye. Biso lingi mboka na biso. Omuntu toza na vision moko. Bantu wana bakozo difficile pour pas manipuler Trump. Mais tout dépend na biso moko. Mais ce qui biso na kati toza na désordre tozo talawana corruption, détournement de fonds, donc justice et baby avenir les athées. Donc ils ont chance pour biso to saisir ce koyo pour to gagner. Mais je suis sûr que c'est la main de Dieu, on va gagner. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur la cinquième clé de lecture, le multipolarisme que vous avez cité tantôt. Nous sommes dans un monde qui est devenu multipolaire, mais au Congo particulièrement, depuis la libéralisation du secteur minier avec le code minier, il y a eu beaucoup de mining qui se sont installés particulièrement dans le Katanga, les grands Katanga, qui donnent la part belle à la Chine. Parce que vous avez dit que le premier ennemi au niveau international de la RDC. La grande rivale, c'est la Chine. La grande rivale, c'est la Chine. Mais en 2000, quand le code minier a été signé, les Chinois se sont rués vers la RDC. Ils ont beaucoup de mining. Et aujourd'hui, beaucoup de rapports indiquent que la première destination des matières premières au Congo, c'est plutôt la Chine. Et depuis que le président Tshisekedi est là, le code minier reste tel qu'il a été voté sous Kabila. Et aujourd'hui, ce sont les Chinois qui sont bénéficiaires. Alors,
vu que le Congo est en train d'enrichir aujourd'hui la Chine, comment Donald Trump va venir mettre fin ou soutenir la RDC qui est en train de donner des faveurs, on va le dire comme ça, à son rival, la Chine? Oui, je pense qu'il faut, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut rappeler l'histoire. En commençant par la guerre de l'AFDEL. La guerre de l'AFDEL a été montée par les Américains. Les proches de Bill Clinton, les hommes d'affaires d'Arkansas, ont décidé de mettre la main sur les richesses du Congo. Ils ont utilisé l'Ouganda et le Rwanda pour faire la guerre. Et à partir de l'Ouganda, quand Mosé Kabila avançait avec l'AFDEL, ils ont signé des contrats avec les rebelles. Ils signent un contrat avec les rebelles, ils donnent l'argent, Kabila prend le pouvoir, il arrive à Kinshasa. Et pendant cette période, Kabila, en venant à Kinshasa, il a tout remis en cause. Tous les contrats signés durant la guerre. Il leur a dit, je suis président, maintenant nous pouvons négocier carte sur table. Ils refusent. Ils ont monté les coups avec RCD Goma. Ce sont les mêmes miniers, proches de Bill Clinton, qui sont... Sans vous arrêter, les accords que Kabila a signés avec les rebelles, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Qu'est-ce qu'il leur a dit? J'ai dit, non, c'est Kabila en tant que rebelle a signé des accords avec les miniers. Les miniers, quels miniers? Toutes les entreprises américaines qui sont devenues des miniers après la guerre de Kabila. C'est pour ça qu'il faut que j'explique un peu le... Kabila, et ils arrivent, il a signé avec, donc en venant avec l'AFDEL, Kabila était rebelle. Bien sûr. Il a signé les accords sur les accords miniers avec les multinationales anglo-saxonnes, mais c'était beaucoup plus proche des entreprises proches de Bill Clinton. Donc ce sont ces miniers-là qui ont aidé à Kabila de prendre le pouvoir. Mais en contrepartie? Non. On a mis Kabila au pouvoir pensant qu'ils allaient contrôler toutes les mines. C'était ça leur enjeu. Comment arriver à contrôler le Congo? On met Kabila comme une marionnette. Il est chef de l'État. Mais la réalité, c'est qu'il gère. Mosé s'est rendu compte. Il a dit non. Et quand le Mosé a dit non, les mêmes miniers anglo-saxons qui étaient proches de Bill Clinton sont partis monter les RCD et les MLC. On a assassiné Kabila. Je pense qu'on va parler des assassinats de Kabila Lumumba après. On a assassiné Kabila. En assassinant Kabila, Joseph est arrivé. Et quand Joseph est arrivé, vous vous rappelez, Kabila est assassiné en 2001. 2002, la Banque mondiale est arrivée ici. Le code des miniers qui a été signé par l'État congolais et la Banque mondiale, avec les multinationales, ça a été élaboré par la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale qui a financé tout, même les experts congolais. Je me rappelle, il y a Juan Fana, je pense, Juan Fana, qui est un grand avocat minier. C'est eux, avec d'autres professeurs, qui ont conçu le code minier. De 2002. 2002. Et ce code minier était contre le Congo. On ne gagnait rien. Ces codes miniers, on exportait 1 million de tonnes. Le Congo ne gagnait rien. Vers quelle était la destination? Non, en fait, c'était le capitalisme international prédateur. Tous les minéraux qu'on exploitait ou bien qu'on exportait partaient en Chine. En 2002 déjà. Déjà, c'est la Chine qui raffinait les minéraux. Les Américains étaient en reste. Les Américains, mais toutes les mines étaient américaines. La Chine n'était pas présente. Toutes les mines étaient américaines. En 2002. Je te prends un exemple. Comment on appelle ici au Katangala, quelle compagnie ici? Tenga Fungurume. C'est Tenga Fungurume qui est à la base de la guerre de l'AFDEL. Ils ont mis la main sur nos mines. Ils ont revendu ces mines aux Chinois. Si les Chinois sont parvenus à mettre la main sur notre secteur minier, c'est parce qu'ils sont passés par la bourse de Toronto. C'est là où se vendaient les mines congolais. Ce n'est pas ici.
Donc ce sont les Américains, les Anglo-Saxons, qui ont vendu des mines aux Chinois. Mais on sait que le Tenke Fungurume, c'est l'uranium. C'est un... Non, actuellement, Tenke Fungurume, c'est le cobalt. Le cobalt, donc la Chine, tout ça. Mais, la Chine a le contrôle du cobalt. Mais alors, vu que les Américains ne se retrouvent plus dans cette politique, depuis 2002 déjà, les Chinois ont commencé à récupérer. Alors, quand on a révisé le code minier... C'est quand les Chinois ont commencé à récupérer après la révision de 2002. Donc, vers 2018. Je pense qu'il y avait un contrat avec ces communes qui a été signé par les Chinois et l'État congolais, le gouvernement congolais. C'était un contrat qui était bénéfique pour nous. Parce que l'État congolais a un grand pourcentage. Tous les contrats signés entre nous, donc le Congo, avec les miniers anglo-saxons, les Congos n'avaient pas beaucoup de pourcentage. Le seul contrat qui est bénéfique pour le Congo, c'est ces communes, où l'État congolais gagne. Les restes là, nous sommes perdants. Ces communes qui a fait beaucoup de bruit ici. Non, ces communes ont construit. Comment? Quel bruit? Ces communes ont bien construit. Allez à Lubumbashi, ils ont construit un barrage hydroélectrique. Dites-moi un peu les autres, les Américains. On parlait du contrat Léonin. Je pense que les Américains ont construit quoi? Il n'y a rien qu'ils ont construit. Par contre, nos mines, ils sont enrichis. Ils sont partis les raffiner en Chine. Ça n'a pas enrichi l'État américain. Pas le gouvernement américain, pas le peuple américain. Ça a enrichi les mondialistes. Tout ce qu'ils ont eu comme argent, ils sont partis jouer en bourse. Ils sont dans des îles vierges. Là, ce sont des milliardaires, tout simplement. Mais tout ce qu'ils ont fait comme argent ici n'a pas profité au peuple américain. En Amérique, il y a la misère. Ça a profité à la Chine, bien entendu. La Chine, comment dirais-je, raffine, mais aussi aux mondialistes, mais pas l'État américain. Voilà là où, quand Trump vient, il faut se préparer à un affrontement dur. Quelque part, le Congo a participé à l'essor de la Chine. Aujourd'hui, la Chine est considérée comme étant la première économie mondiale. Un PIB très élevé, avec une économie très diversifiée. Aujourd'hui, les matières premières du Congo, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, ont participé activement à l'essor de géants chinois aujourd'hui. Non, c'est une mauvaise lecture. La Chine est trop riche. Mais la Chine, si la Chine importe la manne congolaise. Je dis, la Chine est trop riche. Je dis trop riche. Si la Chine est devenue, comment dirais-je, une puissance économique aujourd'hui, c'est grâce au Parti communiste chinois qui a mis de l'ordre, qui travaille pour l'État chinois et pour le peuple chinois. Deuxième chose, la Chine a eu la chance parce que les Chinois ont une culture d'épargne. Ils ne dilapident pas l'argent comme nous. Ils ont cette culture d'épargne-là. C'est par cette épargne que la Chine s'est développée. Et troisième chose, les Chinois ont investi dans l'enseignement, la recherche, la science, les nouvelles technologies. C'est comme ça que la Chine est devenue une puissance. Ce n'est pas grâce à nos matières premières. Ce serait une erreur d'analyse. Mais là où ça devient beaucoup plus complexe, c'est quand la Chine et les Congos se mettent ensemble, ça menace, je dirais un peu, la puissance américaine. Pourquoi? Les Chinois ils ont à peu près 90%, mais 80% des terres rares. Le Congo a 64% du cobalt. Nous avons le lithium. Nous avons d'autres minéraux stratégiques. Sans ces minéraux stratégiques, il n'y aura pas la révolution numérique ou bien la transition énergétique. Donc l'économie de demain sera basée sur ce qu'on appelle les minéraux stratégiques. Et ces minéraux se trouvent beaucoup plus au Congo et ce sont les Chinois et qui en en Chine. profitent. Ce sont les Chinois qui ont la main sur ces minéraux stratégiques du Congo aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont pas les Américains. Les Américains ont vendu. Tu vois, les Américains sont spéculateurs. Oui. Ils avaient besoin d'argent. Oui, ils ont vendu ça aux Chinois. On ne peut pas les condamner. Mais c'est qui est encore grave. Quand les Américains ont vendu, on n'a même parlé, on n'a même pas informé l'État congolais. On n'était pas au courant. On entend qu'on a joué en bourse. Une entreprise chinoise vient de mettre la main sur Tenke Fungurume. Nous ne sommes pas au courant. C'est pour qu'on comprenne. Les drames, quand je parle de ces histoires, c'est notre inconscience. Je pense qu'il y a 1 ou 2 ans, un envoyé spécial de Biden est venu ici. Il a rencontré le président, Félix Tshisekedi. Il est parti à l'ambassade américaine. Il a fait une conférence de presse.
curieusement, dans nos médias, même pas un mot. C'est Fabien Lumbala qui était invité, qui m'a envoyé l'audio de la conférence de presse de l'envoyé spécial de Biden en matière de mines. Cet homme a dit très clairement que le Congo est le pays le plus important au monde parce qu'il y a les matières premières stratégiques pour la transition énergétique. Et il ajoute, le Congo, c'est un pays béni de Dieu. J'ai l'audio, j'ai même transcrit ça. Mais est-ce que vous êtes conscient de danger ou de représenter dans le monde? Problème yango wana. Ba mercenaire baliki mingi na mboko yo. Ba mercenaire balingi mbongo. Tala lelo. Bitumba kuna punangana 2 ans Kagame na Museveni na ba globaliste bazo exploiter minerai na biso ya coltan na Rubaya na Kinshasa montazo le bate. Ba mercenaire baleki. Mais l'Assemblée nationale balobi le yango délégation moko d'ailleurs réseau à Kinshasa pour kende na Uganda pe na Rwanda pour la solution. Est-ce qu'on les a travers l'Assemblée nationale? Voilà la confusion. Ça doit s'arrêter. Ça fait combien de temps on a négocié? 30 ans, toute une génération. Est-ce qu'on peut accepter de continuer comme ça? Est-ce que les gens comprennent au moins les enjeux géopolitiques? Est-ce qu'ils comprennent un peu les calculs de Museveni? Regardez, quand le président est parti, il a eu des discussions avec Museveni. Vous pensez que le président est parti de lui-même? Il y a eu de fortes pressions sur le président pour qu'il aille discuter avec Museveni. Et Museveni garde M23 dedans. Ils sont là-bas. Nous devons être lucides. Pression de la part de la communauté internationale? Des globalistes, les mondialistes, qui sont à Kigali, qui nous font la guerre. Leur problème, c'est couper le Congo. Voilà la réalité. Mais tout le monde a négocié avec M23, alors que le président Loba qui base un terroriste. Le président est très clair. Regardez quand il est sorti. Il faut voir quand quelqu'un sort, comment il a parlé. J'ai vu un peu la vidéo. Museveni, lui, parle la stabilité. À la fin, il dit nous devons construire une route venant de l'Ouganda, Kasindi, jusqu'à Goma. Lui, il est chef d'État de notre pays. De quel droit il peut penser construire une route jusqu'à Kassinj et jusqu'à Goma, à Goma? Vous ne savez pas ce qui se passe derrière tout ça. Il faut que les gens comprennent. Museveni, il a écrit un article en 2022 dans un livre collectif sur le président Julius Nyerere. Lui, il s'est dit fils, je dirais un peu idéologique de Nyerere. Pour Nyerere, c'était quoi? Il faut construire un État fédéral de l'Afrique de l'Est. Et dans cet État d'Afrique fédérale, il compte, vous avez l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, Sud-Soudan, Tanzanie et le Kenya. Et il ajoute, c'est Museveni qui a écrit l'article, parce qu'on ne lit pas. Il ajoute l'Est, l'RDC. Pourquoi? Il y a des populations qui partagent la même culture, la même histoire avec d'autres peuples dans ces pays-là de l'Afrique de l'Est. Il parle de Banyarwanda, il parle de Banyamulenge. Tout est très clair. Museveni est dans une logique d'un négrier d'État moderne qui travaille pour les intérêts anglo-saxons. N'oubliez pas l'histoire. Durant la colonisation, pour Cecil Rhodes, donc les Britanniques, l'espace d'influence britannique, de l'Empire britannique, devait commencer du Cap, Afrique du Sud, jusqu'en Égypte. Donc pour eux, Léopold II les a roulés. Dans leur imaginaire, cette Afrique de l'Est, les Kivu là, tout ça, leur appartiennent. Ils veulent héréditer l'exploit. Museveni n'est qu'un négrier qu'on utilise. Il faut que les Congolais comprennent. On ne sont pas partis à l'université pour manger et dormir. Il faut qu'on montre au moins ce qu'on appelle l'intelligence stratégique.
On ne peut pas comprendre. Les gens qui ont passé 30 ans, on vous dit que vous êtes occupés. On vous dit qu'il y a 10 millions de morts. On vous dit qu'il y a 7 millions de déplacés internes. Les rapports sont là. C'est Museveni et Kagame. Et vous pensez que vous allez négocier pour trouver un compromis. Donc vous ne comprenez pas, vous ne faites pas la politique. Mais négociation, on a autozolo bela, les négociations au Union européenne à Sengaki, Union africaine à Sengi, Monisco, Nations unies à Sengi. Vous dites que le président est sous pression. Est-ce que il peut faire autrement? Le président fait de la politique. Quand on est en position de faiblesse, on utilise la ruse. On joue avec le temps. Parce que si aujourd'hui dit non, vous savez, on a assassiné Mouzé. Tout ça, ça ne vous revient pas en tête. Pourquoi on a tué Mouzé Kabila? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit non. On l'a assassiné. Non à quoi? Aux Occidentaux, aux globalistes, aux Américains, Bill Clinton avec ses amis, qui veulent nous rendre esclaves. Mouzé a refusé, on l'a assassiné. On a tiré des leçons. Nous devons changer de stratégie. Le président part, mais quand il sort, il dit autre chose. Il n'est pas d'accord. Mais je pense là où ça devient intéressant. Comme Trump est maintenant là, Trump est en conflit avec les globalistes. Il a dit clairement. Trump vous a dit, vous devez vous battre pour votre propre pays. Trump n'a pas fait l'argent sur les dos des Africains. Tout comme Elon Musk. Vous ne verrez pas en Afrique, il vient, il l'achète. Il ne vient pas pour entretenir des guerres, pour voler. Non, il vient, il l'achète. Donc, aujourd'hui, le destin qui est connu dans nos mains. Tout dépend de la qualité de l'élite. Quand vous avez des élites qui ne lisent même pas, tous les documents sont là. Et généralement, quand les gens qui vont négocier ne connaissent rien du tout, nous sommes au courant. Ils ne connaissent pas les dossiers, ils partent comme ça, ils commencent à zéro. Et leur problème, c'est toucher les frais d'émission. Il y a un problème. Et généralement aussi, vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui sont proches du pouvoir de Kagame et de Museveni, qui partent toujours dans la négociation. Les gens qui ont un discours contraire, vous ne les verrez jamais. Donc le moment est arrivé avec l'arrivée de Trump, ceux qui ont un discours contraire se fait se montrer. Ce n'est pas normal. Ça ne doit pas continuer comme ça. Qu'on n'accuse toujours pas les autres. Nous sommes responsables parce que nous sommes faibles. Nous sommes très faibles. Sur le plan intellectuel aujourd'hui, et sur le plan caractère et personnalité. Et quand vous voyez les élites congolaises qui négocient, les Rwandais sont malins. Ils sont coachés par des services de renseignement occidentaux. On a étudié la mentalité des Congolais. Chacun aujourd'hui rêve, et vous dites non, s'il a une maison, une voiture, c'est un succès pour lui. Il ne cherche pas autre chose. Est-ce que faiblesse c'est la manière autoyamba qui peut ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda, Nambuka, Bishona Bonheur militaire, il y a son côté dans cadre faiblesse. Voilà le problème. Les autres ne comprennent pas. Comment quelqu'un qui a occupé votre territoire et traverse honneur militaire. Donc, vous ne prenez pas au sérieux. Mais pourquoi ça s'est fait comme ça? Je viens de vous parler ici de pression. On fait pression pour que le Rwanda et le Congo, Félix et Kagame s'entendent. Pourquoi ils doivent s'entendre? Parce que l'arrivée de Trump va remettre tout en cause. Donc si Trump arrive aujourd'hui, il dit non, non, les pommes congolais là n'existent pas, il n'y a pas de conflit, ils se sont déjà entendus. Regardez, l'État congolais, l'État rwandais, ils ont signé des accords. Trump ne veut pas parler, il dit mais ils sont arrangés, donc le problème est résolu. Mais c'est là où ça devient intéressant de faire appel à l'histoire. Je me rappelle en 2009, avant que Obama entre au pouvoir, il y avait, les Rwandais étaient sur notre territoire. Et Obama avait dit au Rwanda, à Kagame, je ne voudrais pas entendre cette histoire quand je suis au pouvoir. Le 19, la guerre entre les Rwandais s'était terminée. Et le 20 janvier, la guerre termine, le 20 janvier, Obama entre la Maison Blanche. Donc c'est la stratégie qu'ils utilisent maintenant. Pour donner l'impression à l'extérieur, non, au Congo d'abord, il n'y a pas de guerre. D'ailleurs, quand vous suivez tous les médias, je dis tous les médias, pour que les gens comprennent, les médias chinois, tous les médias du monde entier, on ne parle pas de notre crise. Là où vous avez des élites intelligentes et lucides, vous devez se poser la question, pourquoi? Vous partez en Amérique. Moi, je suis abonné à Foreign Policy et Foreign Affairs. Les crises congolaises, on n'en parle même pas. Tu vois, les 7 millions de Congolais là,
Les images là. On ne connaît pas. Mais M. Fodi Moulumba, Même chez nous à Kinshasa. il y a un aspect... Laisse-moi terminer. Ouais. Même chez nous. Et vous avez vu notre télévision montrer les images de la misère à Goma. Quand on vous montre avec la drone, enfin avec les drones, ben vous allez pleurer. Mais quand nous-mêmes nous ne les faisons pas, comment voulez-vous que les autres les fassent? Mais ça campagne de mobilisation, moko ndeko Patrick Mouyata qui bendele koyate ya ba campagne zo ko ba bongo na télévision nationale pour na ko lakisa que tout ça na itumba solo. Madame, on a fait la communication. On a fait les Sciences Po. Ça c'est ce qu'on appelle la diversion. J'ai vu les images à la télévision, bendele koyate, on montre les militaires là, c'est comme du cinéma, les Far West. Alors que nos militaires, c'est pas sur le terrain. Est-ce que vous avez vu les images de nos militaires sur le terrain à la télévision nationale? Est-ce que vous avez vu les images des gens qui sont des déplacements de la population? On va montrer ces images-là. On montre les militaires qui tirent en l'air, des images. C'est du cinéma, c'est un film militaire, pardon, de guerre. Ce n'est pas la réalité, c'est que moi, je montre. C'est une diversion. Nous, en tant qu'intellectuels, on a dénoncé ça. Il faudrait dès aujourd'hui que notre télévision aille à Goma. Chaque jour, on ouvre le journal. On nous dit qu'est-ce qui se passe à Goma. C'est pas normal. J'aimerais qu'on revienne un peu sur les faiblesses des Congolais, parce que vous avez parlé d'inconscience. Nous sommes en train de fêter pendant que le pays est en train de souffrir. Il ne faut pas qu'on accuse les autres. Nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui nous arrive. Contrairement à ce que nous suivons chaque jour, le gouvernement, la version officielle, c'est le Rwanda qui est la principale cause de cette insécurité. Mais quand on vous écoute, on a l'impression que vous avez tendance à dédouaner le Rwanda qui nous fait mal. Vous faites porter le chapeau à l'élite. Entre les deux, qui est responsable? Je ne donne pas le Rwanda. Le Rwanda a des gens ici, dans des institutions. Tout le monde connaît. Le Rwanda a recruté beaucoup de Congolais qui travaillent pour lui. Le Rwanda, il y a même des Rwandais qui ont changé de nom, qui portent nos noms, et le nom de Kassaïen. Vous voulez poser la question, vous êtes de quelle tribu? Oh, je suis du Kassai. De quel village? Et comment ça dit? Non, nous on est nés à l'Est. Où? On ne sait pas. Il y a toute une stratégie qui est montée. On porte le nom des Kassaïens pour dire non, regardez ce que les Kassaïens ont fait. Ce n'est pas les Kassaïens. Il faudrait dénoncer ça très clairement. Il y a des gens qu'on a placés ici pour détruire les pays à l'interne. C'est ce qu'on appelle la guerre hybride. Nous ne sommes pas tous idiots. Et quand on prend une bonne décision, ça n'aboutit pas. Je peux te prendre un exemple. Vous trouvez normal? Jusqu'à aujourd'hui, aucun procès contre Kagame. Aucun. Aucune plainte. On a tenté d'envoyer un document aux Nations Unies. Des ministres complices ici ont brûlé les cartes. Pourquoi se taire encore? Les vers et dans les fruits, ce ne sont pas des Congolais qui font ça. Je vois très mal un Congolais qui aime ce pays faire ça. Je doute fort. Ce sont des mercenaires. Ils sont nombreux. Mais je pense qu'avec l'arrivée de Trump, leur temps est compté. Comment Trump va-t-il apporter une solution à long terme? Comment la venue de Trump peut venir mettre fin à ce problème, surtout que les Congolais sont à la solde des Rwandais? Comment l'arrivée de Trump peut changer la mentalité ou l'engagement de ces Congolais-là? Ce qui est positif aujourd'hui, Trump est contre la Chine. Je viens de vous dire ici, il y aura un affrontement très dur entre la Chine de Xi Jinping et l'Amérique de Trump sur le contrôle des minerais stratégiques. Qui sont au Congo. Sont au Congo. Et la 80% contrôlés par la Chine. Donc, il faut qu'on soit conscient. Ça ne serait pas de la blague. Déjà, vous voyez ce qui s'est passé. Les minerais du coltan qu'on vole aujourd'hui, qu'on pille par les entreprises occidentales, les Rwandais, et ces minerais partent, on les raffine où? En Chine. Ça, c'est côté coltan. Regardez ce qui se passe actuellement. Il y a le corridor, le Bito. Vous avez suivi, il y a eu des minerais qui sont passés par là pour le Bito en direction de l'Amérique. Ces corridors, ces plans-là américains ou occidentaux, c'est pour contrecarrer la Chine. Moi, j'imagine que dès que cette guerre arrive à la fin, ou bien termine,
les minéraux du Congo ne partiront plus en Chine. Le coltan là, ça ne partira plus en Chine pour être raffiné. Ça partira en Amérique. Il faut retenir ça. Avec Trump. Le raffinage du coltan ne partira plus en Chine. Avec Trump. Avec Trump, ça partira en Amérique. Comment on va faire? Parce que les contrats déjà sont octroyés aux Chinois. Non, je te parle du coltan. Je te parle du coltan. Parce que pour le moment, on a occupé les mines. Hein. Dans ces mines-là, parce qu'il y a un rapport des Nations Unies. Le rapport fait sur, je pense, en 2023, sur la guerre à l'Est. Les experts des Nations Unies ont recommandé qu'on puisse sécuriser l'approvisionnement des minerais stratégiques. Parce que sans ça, on n'aura pas les téléphones, on n'aura pas les batteries électriques. C'est là où Elon Musk va s'approvisionner pour les batteries de ses voitures. Donc, ils trouvent ce minerai volé par des Occidentaux et ils vont acheter, mais ils vont acheter en Chine. Voilà le problème. Ce que je dis que ce moment ici, c'est un moment de réflexion, d'analyse. Il faut que les intelligences congolaises s'imposent. On ne viendra pas les chercher à la maison. Il faut qu'ils travaillent, qu'ils publient, qu'ils soient dans les médias, qu'ils partent à l'étranger, de grandes conférences pour expliquer ce qui se passe au Congo. Qu'ils attendent que le gouvernement vienne vous chercher à la maison, venez travailler. Donald Trump, c'est le Messie. Bon, c'est pas le Messie, mais son arrivée sera bénéfique pour la République démocratique du Congo. Je vous dis ça, je suis convaincu à 50%. C'est bénéfique pour nous. À condition maintenant qu'on soit conscient, qu'on soit rigoureux et qu'on travaille, qu'on cesse la corruption, qu'on cesse les détournements et qu'on construise un État, un véritable État avec les patriotes. Donc là, 50% pour nous. Si nous voulons avoir des 100% avec Donald Trump, nous travaillons, nous avons 100%. Si on ne travaille pas, nous restons à zéro. Trump, c'est un homme d'affaires. C'est un capitaliste. Quand il verra que ça ne marche pas, il va faire comment? Je pense qu'il ne va pas voler. Nous risquons d'être tous balayés. Il faut qu'on soit conscient. ndeko Fredi Mulumba nalingi tozongela likambo etali pression olobaki ke mboka Congo eza sous pression to baza ko pousser biso to négocier des parties d'autres le seigneur tolobaki processus ezosalema na Luanda entre la RDC et le Rwanda et quoi aboutir de l'autre côté. Et deuxième question, on a même ordre d'idée. Olobi que moi quand bezo bon wana na mokini mobimba lelo RDC sengele compter na nani lokola partenaire nae naturel et même stratégique na o etali etumba. Oui, je pense qu'aujourd'hui tout dépend d'abord de nous. Ça dépend de la qualité de l'élite, la classe politique. Est-ce que cette classe politique comprend les enjeux? Cette classe politique est à la hauteur des enjeux. Je pense que nous devons adopter ce qu'on peut appeler la politique de multi-alignement. Ça signifie nous étudions aujourd'hui Trump, l'Amérique, nous étudions la Russie, nous étudions la Chine, la Turquie, par rapport à la définition de nos intérêts. Les intérêts des Congolais sont hauts. Mais quand vous avez une classe politique qui va négocier pour 30%, qu'on les corrompe, vous avez une classe politique qui travaille pour les intérêts étrangers, il n'y a pas d'avenir. Donc, les problèmes du Congo, c'est changer la classe politique. Donc, il faudrait aujourd'hui, comme c'est une nouvelle ère avec Trump, qu'on ait une autre élite, pas la même. Le problème n'est pas l'extérieur, mais l'intérieur. Le problème est extérieur parce qu'il y a des limitations géopolitiques qui ne dépendent pas de nous. Mais nous avons la possibilité de faire changer les choses. Si on a la volonté et le sens de responsabilité. Donc je parle au moins de manière générale de la politique de multi-alignement. Mais est-ce que vous trouvez normal? Les Congolais ont difficile, le gouvernement, à faire la campagne de notre propre pays. J'ai amené les livres de Sharonana. Holocaust in Congo. C'est en anglais. Ah, déjà traduit. C'est traduit en anglais. Je demande à notre ministre des Affaires étrangères de prendre ces livres, de remettre à toutes nos ambassades
que des autres personnes, que des autres pays sachent ce qui se passe au Congo. J'étais au Cameroun, on ne connaissait pas ce qui se passait au Congo. J'étais au Burkina Faso, on ne savait même pas. À quoi sert notre ministère des Affaires étrangères? Mais il y a des Congolais qui sont contre cet ouvrage. Ils disent que la Bible de la haine... Quels Congolais est contre? Ce sont des gens qui travaillent pour les Rwandais et pour Kagame. Et tous, ils ont peur. Ils ont peur de Kagame, tous ces gens ici. Sauf les chefs de l'État. Sauf Félix qui parle contre Kagame. Ces gens-là ont peur. Je demande à notre ministre des Affaires étrangères d'emmener ses livres. S'il ne les fait pas, nous allons le faire. Le Congo va se libérer. Monsieur Fodi Moulumba, la politique de Trump, la politique internationale de Trump, il y a des termes qui circulent. Est-ce qu'il est isolationniste ou interventionniste, la politique de Trump? Il est souverainiste. Il l'a dit très clairement. Il est contre les mondialistes. Il dit l'avenir n'est pas aux mondialistes, l'avenir aux souverainistes. Les gens qui aiment leur propre pays. Mais voilà. Donc, Trump est là pour pour les intérêts américains. Alors quel est notre intérêt? Notre intérêt est que les mondialistes sont contre lui. Les mondialistes viennent piller. Trump n'est pas dans une vision mondialiste. Parce que ce que les mondialistes pillent chez nous n'enrichit pas le peuple américain. C'est pour leurs aventures. Trump travaille pour l'Amérique. Tu as une affaire, ok. Tout ce que tu fais, il faut venir investir chez nous et payer les impôts pour les Américains. C'est ça Trump, était souverainiste. Les mondialistes, c'est prendre l'argent, aller faire les aventures, aller faire des guerres. Trump est contre la guerre. La politique internationale de M. Kagame, on a vu deux grands événements au Rwanda qui ont connu l'assentiment, on va dire, international. Il y a d'abord sa prestation de serment en tant que président élu. Beaucoup de chefs d'État à travers le monde se sont rendus au Rwanda pour assister à la prestation de serment. À part ça, il y a la commémoration du génocide. On a vu beaucoup de chefs d'État également aller là-bas. Contrairement à notre prestation de serment ici, il n'y avait pas autant de chefs d'État qu'au Rwanda. Alors, M. Fodi Moulumba, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui fait que Kagame soit autant adulé? Il a même un accord avec l'Union européenne de 20 millions d'euros chaque année de soutien à son armée. Qu'est-ce qui fait que Kagame soit... Des choses. Ouais. Il faut relire l'histoire de Mobutu pour comprendre ce qui va arriver à Kagame. Mobutu était reçu par Reagan comme le plus grand chef d'État. Il y a des photos. Mobutu était respecté. Il a terminé comment? Il est parti mourir à l'étranger. J'ai peur que ça arrive à Kagame. La question de ma commémoration des 30 ans de génocide de Tutsi et Hutu et toi. Vous avez vu les tweets de Blinken. Il a parlé de commémoration de 30 ans de génocide de Tutsi, de Hutu modérés et de toi. Ça dit tout. Kagame utilise les fonds de commerce. Ça ne marche plus, mon frère. Je viens de vous dire ici, nous sommes maintenant dans un monde en compétition entre grandes puissances. Dites-moi un peu sur les plans rapport de force. Les Rwandais vaut quoi? Mais c'est contradictoire. C'est ce que je veux t'expliquer. Monsieur Fodi Moulumba, j'ai compris votre les Rwandais travaillent avec des voleurs. Les Rwandais, c'est un pays négrier. Kagame, c'est un négrier de temps moderne, tout comme Museveni. Ce n'est pas la première fois que les Noirs se comportent ainsi. Kagame, tout comme Museveni, ne travaille pas pour les Rwandais, un peu pour l'Ouganda, un peu pour le peuple africain. Il travaille pour l'Occident. L'Occident capitaliste prédateur. Je pense qu'en écrivant les livres d'histoire, vous apprendrez comment Museveni et Kagame ont trahi l'Afrique. Vous annoncez déjà fin à Kagame? J'annonce la fin du régime de Kagame comme du régime de Mobutu. On l'a utilisé. Le monde a basculé. Sur base de quel élément? On l'a utilisé pour faire la guerre au Congo et piller le Congo. Et faire le procès du Congo. Ça a échoué. On l'a utilisé pendant la guerre contre le terrorisme. Aujourd'hui, nous sommes dans un paradigme compétition entre grandes puissances. On n'a pas besoin d'alliés comme Kagame, comme Museveni. On a besoin des États. Je viens de vous dire ici que dans un monde multipolaire, les États sont de retour. Le Rwanda, c'est un petit pays de 10 millions d'habitants, pauvre et enclavé. Il n'a même pas de minerais. Tous ceux qui passent par le Rwanda pour voler les minerais du Congo.
Si demain, Trump ne change pas la donne, il dit, si la donne ne change pas, retenez, les Congos feront appel à Poutine. Les Congos feront appel à la Russie. Et déjà, la Russie a déjà annoncé ses couleurs. Ils vont combattre tous ces pouvoirs néocoloniaux qui exploitent l'Afrique. C'est très clair à la Russie. Il suffit qu'on fasse une demande aujourd'hui. Poutine est à Kinshasa. Mais compte tenu de notre histoire, on ne voudrait pas que l'histoire se répète. L'histoire de la guerre froide entre l'Union soviétique et l'Amérique. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième guerre froide entre la Chine et l'Amérique. Donc, ça demande beaucoup plus de réflexion, d'analyse, et qu'on tire les leçons du passé et qu'on balise l'avenir. C'est de l'intelligence stratégique. Aujourd'hui, tantôt il y a Trump, tantôt il y a Poutine, mais dans le monde, il faut renverser tendance, même dans les rapports de force pour se défendre. Il faut changer l'élite. Il faut enlever toutes ces élites de mercenaires. On n'a pas d'autre choix. Vous pouvez prier, remplir les églises. Il n'y aura pas de solution tant qu'on n'a pas pris conscience nous-mêmes, tant qu'on n'a pas fait l'appel à la science. C'est la science qui est capable de proposer de bonnes solutions. La géopolitique, on l'apprend à l'école, ce n'est pas dans la rue. Donc les gens vont faire appel à des gens qui maîtrisent les grands enjeux géopolitiques. On va avoir des élites patriotes qui comprennent les enjeux, qui ont aussi l'essence de l'histoire. Ces jours-là, le Congo va se redresser, l'Afrique centrale sera stable. Ça va nous prendre du temps, puisque na mi-temps, Tozoro Babebunaga na 2 ans na Maboka Banguna, Bamboka Ebele, ils na Maboka Banguna. Comment est-ce que tu vas s'en sortir le temps appliquer ma Je t'ai dit ceci, maman. Il y a un bouleversement. Si Bonagande est occupé jusqu'aujourd'hui, si les Congolais prennent décision de négocier avec les Américains, non, négocier avec Trump, quand sur table, si les Congolais sont des gens de qualité. Quel est l'intérêt de Trump à intervenir dans la situation sécuritaire? Nous sommes, je viens de dire ici, nous sommes les pays les plus importants au monde parce que nous détenons les matières stratégiques, matières premières stratégiques. Donc sans les Congo, les ne peut pas donc ne peut pas progresser plus rapidement. L'Amérique n'aura pas sa puissance parce que la plupart des matières que l'Amérique a besoin se trouvent chez nous. Nous sommes en position de force aujourd'hui. Le problème, c'est l'élite corrompue, l'élite des voleurs et des mercenaires qui n'ont pas encore compris. Avec Trump ou bien sans Trump, ils seront jetés dans la poubelle de l'histoire. Il faut retenir ce que je vous dis là. Ce que nous faisons maintenant, ce qui se passe actuellement, nous sommes dans un processus de la lutte pour la deuxième libération. Pour que les matières premières, les richesses du Congo profitent aux Congolais. Est-ce que vous trouvez normal? Les pays les plus riches du monde. Les étrangers sont plus riches en ville ici. Tu regardes toutes les banques contrôlées par les étrangers, les mines par les étrangers, la population pauvre. Il y a un problème. Ça signifie que la classe politique que nous avons, les élites que nous avons sont des élites de médiocres. Il faudrait renouveler, changer cette élite-là. Si on ne comprend pas, de toute façon, comme nous sommes très importants, on va s'occuper de nous. C'est ce qu'il faut craindre maintenant. Bon. Si on ne fait rien, on s'occupera de nous. Alors, ma dernière question, peut-être pour finir. Vous avez dit que l'ennemi stratégique ou le rival stratégique des États-Unis, c'est la Chine, pas Trump. Alors, c'est la Chine plutôt pas Poutine. Pas Poutine et pas... pas Poutine. Mais si nous faisons appel à Poutine, au cas où Trump ne venait pas à notre rescousse, est-ce que les relations entre RDC et États-Unis vont aller de mieux en mieux? On s'en fout de ça. L'Amérique défend ses intérêts. Nous défendons les nôtres. Si l'Amérique continue à nous piller, nous tuer, nous faire des esclaves, nous allons faire comment? On fait appel à la Russie parce que la Russie n'a pas d'intérêt. Mais il faut faire attention. Parce que entre grandes puissances, ils peuvent s'appeler. Ces gens-là ne comprennent pas. Partageons-nous le Congo, partageons-nous l'Afrique. Mais ici, je voudrais rappeler quelque chose d'important. Pendant cette période de transition, Trump va entrer au pouvoir dans la Maison-Blanche le 20 janvier 2025. Pendant cette période, c'est l'administration Biden qui gère. Et quand on fait appel à l'histoire, c'est pendant cette période de transition qu'on a assassiné en 1961 Lumumba. Il y a la guerre froide.
le 17 janvier 1961, on a assassiné Lumumba. Le 16 janvier 2001, on a assassiné Mouzé. C'est toujours pendant la période de transition. Donc il faut qu'on soit très prudent. Et je demande à tous les Congolais qui sont encore lucides, qui aiment ces pays, de protéger Félix Antoine Tshisekedi. Nous passons une période instable. Que ces gens qui vont quitter l'administration, comme ils ont tout perdu, ils vont jouer peut-être les jeux de la terre brûlée. Protégeons les présidents aujourd'hui. Qu'on soit conscient. Je vois tous ces petits politiciens qui entrent dans des conflits personnels. Nous avons une chance que ceux qui sont lucides s'organisent, on protège le président Tshisekedi jusqu'à ce que Trump entre à la Maison Blanche. On a tué Lumumba le 17 janvier 1961. Selon d'ailleurs certains chercheurs, parce qu'on a déclassifié beaucoup de documents. Pourquoi on a tué Lumumba le 17? Parce que Kennedy allait entrer à la Maison Blanche les 20. Les globalistes, les hommes d'affaires qui avaient soutenu la décision du Katanga, ont travaillé avec les présidents américains pour liquider tous les dossiers noirs. C'est comme ça qu'on a tué Lumumba le 17. Parce que si Lumumba était vivant, quand Kennedy arrive au pouvoir, c'est très difficile qu'il soit tué. On l'a tué le 17 janvier. On a fait la même chose avec Mosé Kabila, le 16. Bush père, Bush fils junior, devrait entrer au pouvoir le 20 janvier. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a assassiné le 16. Faisons attention. Ce qu'on appelle les leçons de l'histoire. Bientôt, c'est janvier. Oui. Vous craignez le pire. Je crains. Avant le 20 janvier. J'ai dit, je crains. Avant l'arrivée de Trump au pouvoir. Je crains pourquoi il faut que les Congolais s'organisent. Que nos services de renseignement, l'armée, les patriotes se préparent à défendre. Aujourd'hui, le président Tshisekedi, c'est lui qui incarne l'État. Imaginez-vous si demain il disparaît. Est-ce que vous vous rendez compte au moins? Prenons conscience. Prenons conscience. Sinon, nous serons jetés dans la poubelle de l'histoire. Une dernière question polémique. Naïbi Kolinga polémique mingte, mais cette question est zongami mingi sur les réseaux sociaux. Monsieur Freddy Mulumba qui aujourd'hui donne des leçons na bayo baza ko kamba classe politique. Hier azalaki mokambi kuna na radio télévision nationale. Nini otikaki tant oyo zalaki kuna. Oui, cette question, je pense que vous êtes journaliste, qui est de la RTNC Lelo, en toute liberté. Tout le monde qu'est-ce que j'ai laissé et qu'est-ce que j'ai fait. Il n'aime pas parler de moi-même. De toute façon, je suis déjà parti. Hein? Je veux caméra nayo, qui est de la RTNC. Tout le monde. Comme ça, prochainement, tant qu'on va répondre, Nakoya, il faut discuter. Ok, merci. Merci beaucoup, Monsieur Freddy Mulumba, pour cette émission. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis de par le monde et vos réactions nous font beaucoup de bien. Excellente après-midi chez vous. On se retrouve très très vite à Tsukongo Bio Télévision.